Bonjour et bienvenue dans le podcast de Cyclisme Performance. Vous êtes dans un nouvel épisode de Prépare ta saison 2025 avec Cyclisme Performance. Aujourd'hui, Rémi, tu es là. Oui, bonjour Adrien, Salut, ça va? ça va et toi? Ça va très bien, merci. Premier épisode en présentiel, c'est super. Effectivement, ça change, Ça change de format. c'est ça. Le contenu est le même. On va aborder des thèmes d'entraînement. Aujourd'hui, principalement la gestion de ce qui va être surmenage et la gestion de la Mm. période compétitive. Donc je voudrais quand même rappeler, histoire de fixer le cadre, ce qu'on avait dit sur la période de coupure et un petit peu sur la période de reprise, c'est garde tes métriques, donc les relevés de questionnaires, de cardio, de tout ça, ça pourrait resservir. Et ben j'ai envie de commencer avec ça aujourd'hui en disant que elles vont resservir quand on sera en pleine saison, de se dire est-ce que je suis en forme ou pas? Est-ce que tu pourrais développer un petit peu cette idée-là? Ok, effectivement, c'est très important en période pré-compétitive, mais peut-être plus encore en période compétitive, d'être capable de checker sa forme et de voir si effectivement ça va ou ça ne va pas. Et alors là, on va regarder, on en a déjà parlé donc, dans le précédent podcast, mais on peut rappeler quand même rapidement, on va pouvoir regarder certaines métriques comme le suivi de questionnaire, donc c'est un suivi plutôt psychologique via des questionnaires subjectifs. On peut regarder tout ce qui est autour de la fréquence cardiaque de repos, le HRV, alors il y en a qui ont les bracelets Whoop par exemple maintenant qui sont assez pratiques pour ça. Mm. On peut regarder aussi ce qui se passe à l'effort, la même chose, la fréquence cardiaque, si elle monte ou pas, si elle monte généralement c'est plutôt bon signe, si elle monte pas c'est plutôt mauvais signe. Et puis après, je l'ai déjà dit dans la partie psychologique, mais c'est vrai que les sensations, le ressenti, si on a de l'énergie, si on n'a pas de l'énergie, si on a de la motivation pour s'entraîner ou pas, si on a mal aux jambes ou pas, tout ça, ça va être des signaux vraiment importants qui vont nous permettre de dire s'il faut plutôt récupérer dans l'entraînement ou s'il faut plutôt ou si on peut au contraire insister et mettre plus d'intensité et plus de charge, y compris pendant la coupure, pendant la période compétitive. Mais du coup, là, on va arriver à un grand dilemme. La dernière fois, c'était OK, on a ces indicateurs qui, entre guillemets, s'excitent de attention, feu rouge, faut récupérer. Mais là, on veut récupérer, mais comment est-ce qu'on va gérer sur l'idée que faut pas qu'on perde ce qu'on a travaillé non plus? Comment Ah, tu mettrais en place une récupération sans perdre de qualité physiologique? alors il y a plusieurs choses déjà en période compétitive, la particularité c'est quand même qu'on enchaîne les compétitions. Donc ça va être un vrai problème quand on va rencontrer un niveau de fatigue qui est problématique. Si on a une compétition le dimanche ou le dimanche encore d'après, on va déjà hésiter davantage à récupérer parce qu'on va se dire ah mais si je perds en forme, si je suis pas en forme, ça va être problématique pour le week-end qui arrive. Et en plus le fait que les compétitions s'enchaînent, on a moins de périodes de récupération, donc c'est forcément plus difficile à gérer. Donc après, ce qui est ah putain, excuse, j'ai zappé, putain, je suis désolé, j'ai zappé la question. Ma question, c'était Faut pas qu'on reprenne spécialement ou on une... peut, ouais. Non, non, on peut D'accord, continuer ouais, ok. comme ça. Au pire, je couperai, Ouais, ça pas de marche, ouais. souci. Mais l'idée, c'est euh, quand tous ces indicateurs vont s'exciter un petit Mm. peu, te dire attention, récupère, Ouais, on serait tenté de se dire, ok, bah, je ouais, fais ouais. classiquement du repos. Mais du Comment on repos, fait, ouais. comment tu gardes les qualités que tu as travaillées? Donc après, pour conserver les acquis, effectivement, en période compétitive, on va être porté vers ça. Comment on peut rester en forme si on est en forme ou si on voit qu'on est moins en forme, on a envie de retrouver rapidement la forme et de ne pas perdre trop les acquis. Bien sûr, si on se lance dans une coupure relativement longue, on va perdre les acquis et de toute façon, c'est rarement imaginable dans une période compétitive. Donc après, la première chose qu'on va faire en général, c'est baisser les intensités. Ok. Ça, c'est la première chose. Le volume, alors là, il y a des études qui le montrent. Si on veut euh, continuer à progresser tout au long de la saison, c'est quand même très important de conserver un certain volume, notamment en endurance, notamment à basse intensité. Euh, et d'autres études vont montrer aussi que quand on est fatigué, la première chose à faire, c'est plutôt de baisser les intensités. Ça va avoir un impact plutôt négatif sur le niveau de récupération et sur notre niveau de performance et de progression. Donc, globalement, la première chose à faire, c'est quand même plutôt conserver le volume et plutôt baisser les intensités. Et après, en sachant qu'en période compétitive, on a très régulièrement des super séances qui sont les compétitions. Alors ça peut être une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, une fois tous les 15 jours. Ces séances, de toute façon, elles vont nous amener tellement loin et qu'elles vont nous permettre presque automatiquement de conserver nos acquis. Donc il n'y a pas trop à avoir peur de baisser l'intensité en saison. Et à un moment donné, si on est vraiment fatigué, si on a vraiment une problématique de méforme, c'est pas très problématique non plus de baisser le volume, mais par contre sur un temps relativement court. Si par exemple on va baisser le volume d'entraînement sur plusieurs semaines, une semaine, 2 semaines, 3 semaines,
au bout d'un moment, nécessairement, on va se désentraîner et ça va être un problème sur le moyen et sur le long terme. Mais de toute façon, cette situation-là arrive en dernier recours parce que de toute façon, c'est que tu as trop chargé avant, quoi. Normalement, ça ne doit pas arriver. Oui et non, parce qu'il y a quand même une saison, c'est long. Hein. Enfin, quand on calcule un peu les cyclistes FFC, on va dire, généralement, c'est à peu près 3 mois de préparation et environ 8 mois de saison compétitive. Donc, c'est très long. Il s'en passe des choses. Il se passe beaucoup de choses. Alors, il y a des choses un peu basiques qui peuvent rentrer en compte, la météo, etc. Mais justement, ça peut être lié à la météo. Mais par exemple, tomber malade, c'est pas quelque chose. Voilà, tous les cyclistes dans la saison quasiment tous vont tomber au moins une fois malade. Et à ce moment-là, c'est très important de réadapter dès ce moment-là et de ne pas attendre et de ne pas se dire c'est une mauvaise chose si je réadapte, c'est quelque chose qui est anormal. Au contraire, s'adapter dans l'entraînement, c'est quelque chose qui est absolument normal et qui est nécessaire si on veut progresser, encore une fois, sur le long terme. Et du coup, quels seraient les conseils que tu aurais à donner sur un gars qui tombe malade en pleine saison? Comment gérer ça en pleine saison? La première chose, comme je l'ai dit et comme ça je le répète, c'est de baisser l'intensité. Ouais. Après, idéalement, si on peut zapper un week-end de course, voire un peu plus, c'est très bien, mais bon, c'est comment ça se passe dans les équipes, c'est pas toujours évident. Donc, dans un premier temps, c'est baisser l'intensité et si ça ne suffit pas, on peut baisser le volume et encore, si ça ne suffit pas, de toute façon, la priorité, ça reste quand même de récupérer. On va pouvoir aller vers une coupure, mais là, généralement, enfin, une coupure, ça peut être une coupure de quelques jours. Hein. Par exemple, on a le Covid, il n'y a pas une nécessité à aller s'entraîner pendant qu'on a le Covid. Et au contraire, si à un moment donné on insiste alors qu'on est malade, on va accumuler beaucoup de fatigue et ça va être problématique pour la suite de la saison parce qu'on va pouvoir traîner une méforme alors que si on règle cette méforme rapidement, en l'espace d'une semaine, 2 semaines, derrière on peut reprendre tranquillement notre progression et c'est quelque chose qui est forcément intéressant. Ouais, parce qu'il faut quand même garder en tête que l'entraînement est un stress auquel ton corps va s'adapter, mais que la maladie en est un autre de stress et le corps ne peut pas s'adapter aux deux en même temps, quoi. Si tu combines les deux stress, autant supprimer le stress de l'entraînement pour combattre directement la maladie, plutôt que de non mais c'est bon, je suis un petit peu malade, mais ça va le faire et au final, cette méforme va durer longtemps, quoi. Ouais, complètement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a quand même il y a une addition des stress quand on parle d'entraînement. Donc tu l'as dit, le stress de l'entraînement, ça peut être le stress d'une maladie, le stress à un moment donné, par exemple, on est étudiant, on a des partiels, c'est un stress qui va s'additionner à celui de l'entraînement. Et au bout du compte, c'est notre niveau du stress qui va faire qu'on va pouvoir accumuler une certaine charge ou non. Et donc, si notre niveau de stress au-delà de l'entraînement est déjà élevé, encore une fois, nécessairement, il faut réduire l'entraînement si on veut pouvoir encaisser cet entraînement et continuer de progresser. Tout à l'heure, tu as évoqué les micro-coupures. C'est-à-dire qu'on peut se permettre dans notre saison, donc dans nos 8 mois, imaginons, de saison, de segmenter un petit peu par des micro-coupures pour récupérer. Alors, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Tous les entraîneurs ne le font pas, mais c'est quelque chose qui est quand même relativement répandu. Et c'est vrai que ça fait vraiment du bien, je trouve, d'avoir régulièrement dans l'année, alors ça peut être 3 fois, 4 fois, 5 fois, une coupure de quelques jours. Alors quand on parle de micro-coupure, on parle d'une coupure qui va de 3 jours à 5 jours en général, 5-6 jours maximum. Et c'est vrai que de mon expérience, j'ai l'impression que ça fait vraiment beaucoup de bien aux athlètes. Et typiquement, par exemple, quand on arrive à mi-saison, faire une micro-coupure à ce moment-là, ou une coupure tout simplement, même des fois ça peut être un peu plus long et aller jusqu'à une semaine, 10 jours, ça permet vraiment d'avoir un second souffle, de retrouver un second souffle pour la deuxième partie de saison et de reprogresser à ce moment-là. Et moi, je trouve que les athlètes qui ne s'accordent jamais de coupure en saison, finalement, sur les 8 mois de compétition, ils vont peut-être progresser au départ, mais on va, je trouve, encore une fois, voir une absence de progression souvent dans la deuxième partie de saison. Et donc, cette idée de micro-coupure, ça nous permet vraiment de relancer la machine pour reprogresser malgré, j'ai envie de dire, l'enchaînement des compétitions. Ok. Non, c'est hyper intéressant. Comme ça, tu peux te permettre de progresser tout au long de la saison sans être limité. Et même d'un point de vue psychologique, tu sais que tu vas passer un cap à chaque fois de ok, j'ai fait 3 mois, ok. En plus. Petite pause, ça ajoute un peu cet aspect psychologique. C'est vrai qu'il y a l'aspect physique, physiologique. Et dans ce cas-là, j'ai l'impression que ces pauses-là ne sont pas forcément nécessaires si on n'est pas fatigué, si on n'est pas très fatigué. Mais il y a aussi l'aspect psychologique. Et pour ça, mon impression, c'est vraiment que c'est quelque chose de très important pour effectivement garder une certaine fraîcheur mentale
qui va nous permettre d'encaisser les charges futures. Donc là, on a récupéré. Maintenant, l'enjeu serait aussi, idéalement, mais c'est pas toujours simple, mais de progresser durant la saison. Non, ouais. Là, comment est-ce qu'on peut essayer de gérer les compétitions, du coup, toutes les semaines à peu près, voire même à des périodes où on prend la période de mai, où il y a des jours fériés, ça enchaîne. Effectivement. Comment est-ce qu'on peut ajouter des séances d'entraînement en vue de développer certaines qualités physiologiques sans, du coup, entraver cette récupération-là et être performant le week-end, quoi. Il y a quelque chose que je trouve très intéressant et je reviens là-dessus, je l'ai déjà dit, mais il y a 3 mois de préparation généralement et 8 mois de compétition. Et généralement, on accorde beaucoup d'importance aux 3 mois de préparation et on voit effectivement les athlètes progresser en général sur ces 3 mois de compétition, de préparation. Et après, on a 8 mois, c'est énorme, de compétition. Et parfois, on ne voit plus les athlètes progresser durant ce laps de temps. Et c'est bien qu'il y a quelque chose qui cloche et au final, on se prive un peu d'un temps très long qui pourrait nous permettre de progresser. Et si on fait les choses, on va dire, un peu mal, finalement, on ne va pas progresser, voire on va régresser. Et alors, pour progresser durant la période compétitive, il y a une chose que j'ai déjà dite, c'est de conserver le volume d'entraînement. Ça, c'est important. C'est vrai que si on est constamment en une espèce de période d'affûtage, finalement, on va perdre tous nos acquis. Et puis, le volume d'entraînement, on sait que c'est quand même largement corrélé aux performances et à la progression. Et après, l'autre chose, et ça aussi j'ai déjà dit, c'est que les séances, encore une fois, ce sont des super séances d'entraînement. Donc il n'y a pas forcément la nécessité, disons que la compétition seule peut nous permettre, et de manière très importante, de progresser tout au long de la saison. Surtout quand on est coureur élite, on va retrouver des courses à étapes régulièrement, ce genre de choses. Après, quand on est un coureur en catégorie inférieure, c'est peut-être un peu moins le cas, mais malgré tout, ça reste une super séance d'entraînement. Donc, si on veut progresser, on n'a pas besoin de compléter avec, par exemple, 2 grosses autres séances d'intensité dans la semaine. Et moi, ce que je préconise, et généralement, je vois des assez bons résultats avec ça, c'est donc de s'investir pleinement dans la compétition et à côté de ça, d'avoir peut-être une séance dans la semaine de rappel d'intensité ou en tout cas une séance d'intensité, mais qui ne serait pas forcément maximale en termes de ressenti d'effort et qui ne nous amènerait pas forcément dans nos derniers retranchements. Et pour moi, un modèle comme ça, où on met du volume d'entraînement à basse intensité, voire très basse intensité, une séance d'intensité ou de rappel d'intensité dans la semaine, plus la compétition. Et si on avance comme ça semaine après semaine, en général, on voit quand même une progression qui est relativement importante, malgré l'absence de cycle extrêmement ciblé, par exemple sur le développement du seuil numéro 2, du seuil numéro 1, ce genre de choses. Ok. Est-ce qu'il y a des qualités qui seraient plus intéressantes à faire durant la période compétitive, qui pourraient peut-être t'aider à soit mieux progresser, soit mieux récupérer? Est-ce qu'on peut trouver des informations comme ça dans la littérature ou pas spécialement ou même dans ton expérience à toi? Dans la littérature, je ne saurais pas dire. Dans mon expérience à moi, mais ça, je pense que c'est vraiment, ça dépend vraiment des entraîneurs. Et des coureurs presque aussi. Et des coureurs aussi, Ouais. bien sûr. Mais moi, j'aurais tendance à mettre beaucoup d'exercices courts, plutôt orientés vers la PMA. Ok. Souvent, parfois, je mets d'autres choses. Par exemple, si on va préparer une course de montagne d'ici quelques semaines, ça peut être bien d'avoir des séances autour des seuils. Mais par contre, c'est vrai que j'ai tendance à mettre pas mal de PMA courtes entre les compétitions parce que j'ai l'impression que l'impact sur l'organisme, enfin, c'est pas qu'une impression, il n'est pas très élevé et en plus, ça va permettre de conserver assez facilement les autres qualités qu'on va pas nécessairement développer durant la compétition et éviter un peu, alors là, c'est pas un terme très, très scientifique, mais l'effet diesel qu'on peut retrouver quand on va enchaîner les compétitions et si en plus on fait des efforts longs à moyenne intensité au-delà de ces courses, c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi j'ai l'impression qu'on va rapidement rencontrer cette problématique Ok. de devenir diesel. Mais par contre, faut pas oublier que c'est une idée, c'est ta vision de l'entraînement. Bien sûr, ouais. Et que si toi tu as envie, enfin si demain il y a un gars qui vient me voir qui me dit je prépare que des chronos, j'enchaîne des chronos toutes les semaines, fais quand même plus de l'allure chrono parce que c'est bien plus spécifique à ton activité, quoi. Non, mais bien sûr, complètement, complètement. Et puis, je pense, enfin, pour moi, ce qui est important, c'est peut-être d'apporter des séances qui vont pas être hyper impactantes au-delà des compétitions. Donc, on peut très bien aller sur du seuil 2, mais pas forcément aller jusqu'à l'échec ou jusqu'à un RPE 9 ou 10 sur 10 sur la séance. Si on se limite et qu'on reste dans du travail relativement raisonnable, effectivement, on peut aller vers du seuil 2, travailler en chrono, donc du seuil 1 ou ce genre de choses. Il n'y a pas de souci. Moi, ce que je donne, c'est vraiment un peu ce que j'ai tendance à faire. Et après, forcément, ça varie aussi au cours
au Ouais. cours de la saison. Et puis même en fonction de la pratique, si on a pleine période de cyclocross, on peut peut-être adapter. Si on fait que du VTT par exemple aussi. Bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Non, non, c'est hyper intéressant d'adapter. Et dans ta saison, il y a des courses qui vont être prises pour de l'entraînement, des courses qui vont être prises pour un objectif premier. Mm. Est-ce qu'on peut vraiment aller sur une course en vue de s'entraîner? Parce que je trouve que c'est hyper difficile de gérer la charge en se disant non, non, mais c'est une course d'entraînement et j'y vais pas trop frais. Au final, on arrive parfois avec trop de fatigue, pas assez de fatigue. C'est pas facile de gérer les pics de forme dans la saison et tout ça. Je sais pas si tu. Bah, en tout cas, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est pas simple. Après, moi, je fais en sorte que le coureur arrive quand même relativement en forme en compétition. Mm. Si c'est pas le cas, je trouve que c'est un peu dommage. Il va moins bien travailler, il va moins bien s'investir. Donc, généralement, la compétition a quand même quelque chose d'important dans la semaine. Enfin, c'est quelque chose d'important. Après, ça n'empêche qu'on peut travailler aussi en amont, même le samedi, par exemple, faire une longue sortie et être bien le dimanche en compétition. Y a aucun problème pour ça. Mais après, concernant les pics de forme, alors moi, ça dépend des catégories, bien sûr, si on est professionnel, si on est amateur, etc. Mais je trouve que c'est important déjà, mais sur n'importe quelle compétition, de ne pas forcément se focus sur le résultat et d'être plutôt dans quelque chose lié au processus d'entraînement, dire que la compétition est une partie intégrante de l'entraînement, ça enlève un peu de pression et ça permet peut-être, enfin je pense, de mieux s'investir et de s'investir de manière plus durable aussi dans la compétition. Donc ça c'est une chose. Et puis après, bien sûr, on peut aussi sur certaines compétitions essayer d'aller chercher des pics de forme. Et là, ça va vraiment dépendre du calendrier de compétition aussi. Soit on arrive sur cette compétition en enchaînant les compétitions et dans ce cas-là, c'est très difficile de mettre des choses en place parce que finalement, tout va arriver un peu naturellement. Mais on peut aussi se dire, bah là, ce week-end ou pendant 2 week-ends, je ne vais pas courir. Et dans ce cas-là, je peux mettre une micro-coupure, je peux mettre un stage d'entraînement, je peux mettre un bloc de volume. Et ça va nous permettre effectivement souvent de déclencher entre guillemets un pic de forme. Ok. Mais du coup, ça veut dire que pendant cette période de stage-là, Ouais. il n'y a pas de compétition. Après, non, c'est pour ça que dans l'idéal, mais je sais que c'est compliqué dans la réalité, Ouais. c'est quand même de s'octroyer des périodes sans compétition. Alors, ça peut être un week-end sans compétition, mais vraiment 2 week-ends sans compétition, ça permet à la fois de récupérer et à la fois de travailler. Donc ça, c'est bien. Après, si on fait un week-end sans compétition, on récupère. Après, on retourne sur la compétition et on reprogresse grâce à la compétition. Après, il y a autre chose qui peut être aussi très intéressant quand on joue sur le calendrier de course, c'est d'essayer de faire coïncider les courses à étapes. En tout cas, placer des courses à étapes assez proches des objectifs, parce que ça va agir vraiment comme un bloc d'entraînement très intense. Et ça, on sait que ça peut vraiment faire progresser dans un temps relativement court les athlètes. Donc, un modèle que moi j'aime bien et j'ai souvent vu que ça pouvait réussir en tout cas, c'est vraiment la coupure, un bloc d'entraînement, un bloc de compétition, donc une course à étapes, et puis après on arrive sur la compétition qu'on avait prévu de préparer. Et ça marche assez bien. Et d'ailleurs, on voit que les leaders professionnels dans le circuit World Tour, par exemple, ils vont souvent, voire quasiment tout le temps, préparer leurs objectifs, y compris des courses d'un jour, avec des courses à étapes. Ah, c'est hyper intéressant d'avoir ce schéma-là qui va se répéter. En plus, du coup, à chaque fois, tu peux ajouter une nouvelle chose en se disant que ça peut faire un petit plus qui permettrait de progresser ou de corriger le tir si ça n'a pas fonctionné sur le truc d'avant. Donc, c'est hyper intéressant en vue de mieux progresser en fait. C'est vrai que ça peut être un modèle d'entraînement qu'on peut réutiliser et puis un peu affiner au fur et à mesure des années, oui, effectivement. Après, de toute façon, il y a le calendrier qui va dicter beaucoup de choses. Après, c'est ça, la problématique, c'est le calendrier. Donc là, je m'adresse presque plus aux directeurs sportifs des équipes et peut-être un peu moins aux entraîneurs, mais c'est vrai que c'est très important vraiment d'aller octroyer aux coureurs à certains moments des week-ends sans compétition. Et là aussi, on le voit chez les professionnels, hein, les grandes équipes, en tout cas les équipes qui sont devant au classement UCI par points, c'est des équipes qui font peu courir leurs coureurs. Et d'ailleurs, on le voit aussi avec les grands leaders, hein, que ce soit Vingegaard, Pogacar, c'est des coureurs qui courent relativement peu, qui ont des périodes d'entraînement qui sont de plus en plus importantes d'ailleurs par rapport à ce qu'on pouvait voir par le passé. Donc c'est bien la preuve qu'à un moment donné, l'entraînement c'est important, la compétition c'est important, mais l'entraînement c'est aussi important et il faut savoir trouver l'équilibre entre les deux. C'est Van Der Poel, il me semble, cette saison, qui a commencé sa saison en disant non, je ferai que
4 World Tour directement et il ferait que les compétitions objectives. Ouais, c'est vrai, Ça, c'est un schéma pas inédit, parce que voilà, on a dû déjà voir ça, mais très peu conventionnel. C'est très peu conventionnel, effectivement, et encore une fois, on le voit quand même de plus en plus. Alors lui, c'est un peu à l'extrême, en plus, comme il prépare les courses d'un jour, ben ça se voit encore plus parce qu'il y a moins de courses à étapes, etc. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus parce que ça fonctionne, hein, tout simplement. Ouais, ouais, carrément. Mais presque les équipes vont enlever des compétitions maintenant, et est-ce qu'on pourrait inciter les coureurs à rayer certaines compétitions de leur calendrier en vue de mieux performer sur d'autres compétitions? Est-ce que ça pourrait se faire? Ah bah bien sûr, après encore une fois, c'est la parole elle est aux directeurs sportifs qui font les calendriers, mais Mais parce ouais. que là, j'ajouterais une certaine nuance, c'est ouais, mais si tu fais pas de course, tu fais pas de rythme. Tu sais, Ah oui, on a bien toujours sûr, bien entendu sûr. ça. C'est l'idée de combattre cette idée, cette Après, pensée-là. c'est vrai au début de saison, c'est vrai en cours de saison si tu t'arrêtes pendant un mois de faire des compétitions, mais après s'arrêter pendant une semaine ou deux, au pire tu perds un peu de rythme, hein, d'ailleurs c'est tout à fait possible, Mm. mais tu vas le retrouver très rapidement grâce aux prochaines compétitions. Donc en fait il y a pas vraiment de péril à faire par exemple pendant 2 week-ends de l'entraînement à la place de la compétition. Vraiment, ça je pense que c'est plus un mythe qu'autre chose. Après, je dirais pas que ça n'existe pas, le rythme de la compétition, mais c'est pas trop un problème. Ouais, carrément. Non, pardon. Pas de Mais souci. non, non, c'est super intéressant. Euh, Au final, maintenant, on a réussi à gérer un petit peu cette période de récupération. Euh, on cherche à adapter au mieux l'entraînement en vue de progresser. Est-ce que tu vois des points intéressants à ajouter par rapport à ce discours-là durant la période compétitive? Oui, je pourrais ajouter que c'est important, encore une fois, de se détacher quand même du résultat immédiat. Je pense que le résultat immédiat, sur le long terme, ça marche pas trop. Quand même, c'est presque une certitude. Il y a des études qui vont dans ce sens-là, en tout cas. Donc, se détacher du résultat immédiat et être plus dans un processus d'apprentissage et de développement et bien se rendre compte que quand on court tout le temps, et ça, je pense que même les anciens vous le diront, bah, en début de saison, on peut progresser, puis en fin de saison, on termine cramé. Et c'est vraiment pas ce qu'on recherche parce que le but, c'est quand même d'utiliser encore ce temps-là pour progresser. Donc c'est ça, et puis ne pas hésiter à lever le pied quand c'est nécessaire, quand on est malade, quand on est fatigué, parce qu'encore une fois, une saison, c'est très long. Donc à un moment donné, si on perd 2-3 jours, peut-être même 2 semaines à l'échelle d'une saison, c'est pas grand-chose et ça nous permettra peut-être de mieux progresser ensuite. Surtout qu'il faut voir cette saison-là comme 3 mois plus 8 mois, mais qui sont agencés dans une carrière. Et mine de rien, le plan de carrière Complètement. prend tout son sens quand on arrive à sortir d'une saison et de se dire que, ok, on peut faire des focus sur une certaine qualité durant toute la saison. La saison d'après, on travaillera autre chose. Et c'est au bout de 4-5 saisons qu'on devient un cycliste beaucoup plus complet, quoi. Ouais, non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et ce que tu dis, c'est vraiment intéressant. C'est être vraiment dans un objectif de long terme et dans un processus qui va s'inscrire dans le long terme, sur le long terme. Et ça, c'est vraiment primordial parce que le vélo, enfin, c'est quelque chose qu'on dit. On fait un coureur. Des fois, on dit en 3 ans, il faut 3 ans pour faire un coureur, mais pour commencer à faire un coureur. Et 3 ans pour faire un coureur? en tout cas, j'ai déjà entendu ça. Ok. Voilà, en tout cas, pour devenir un bon coureur, il faut au moins 3 ans. Mais ce qu'on voit surtout, y compris dans les papiers scientifiques, c'est qu'il faut une dizaine d'années, et ça se retrouve dans toutes les activités, voilà, que ce soit le sport, mais aussi la musique, etc. Il faut une dizaine d'années de pratique pour atteindre le très haut niveau. Donc quand on voit ça, ben forcément, il faut savoir aussi, comme on dit, ménager sa monture en cours d'année, faire attention à ces choses-là et pas se dire je suis focus sur le week-end qui arrive, je suis focus seulement sur cette saison-là et puis mettre les choses en perspective et voir les choses de manière un peu plus large. Eh bah écoute, je pense que sur cette phrase de fin, enfin sur cette phrase-là, on peut s'arrêter. Si tu as des compléments à ajouter, n'hésite pas. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour de la question, hein. Je pense que les auditeurs ils auront compris un peu Ouais. voilà mon propos. Pour terminer, je te laisserai passer un petit mot sur la formation que tu as fait sur la gestion du surmenage en règle générale. Ouais, bah justement, Instant promo. ouais, bah, très bien. Bah, on a beaucoup parlé justement de la problématique de fatigue. À un moment donné, ça pouvait entraver la progression des athlètes. Et c'est vrai que
savoir détecter les premiers signaux du surmenage et savoir les traiter aussi, c'est quelque chose qui est absolument primordial dans la gestion d'une saison et on l'a dit dans la gestion d'une carrière. Et c'est vraiment parfois, je le pense, quelque chose qui va faire vraiment la différence. Donc après, vous pouvez acheter ma formation, mais vous pouvez vous renseigner aussi ailleurs, bien sûr. Mais en tout cas, ayez en tête que le surentraînement et la gestion de la fatigue, c'est quelque chose qui est très important. Et ben Rémi, je te remercie. Merci à toi. On se dit à bientôt. Et puis à bientôt à vous aussi. N'hésitez pas à lâcher un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast-là. Un petit like, ça fait toujours plaisir et partager ce contenu. Et puis à bientôt. À bientôt. C'est très court, hein. C'est vrai.